Bienvenue pour ce numéro de Géopolis qui sera consacré aux tensions en Méditerranée orientale. Depuis plusieurs mois, la presse nationale et internationale se fait l'écho d'incidents répétés entre la Turquie et ses voisins immédiats que sont la Grèce et la République de Chypre, mais aussi avec la France, l'Italie et l'Égypte. Pourquoi ces incidents répétés? Est-ce parce que des gisements importants de gaz ont été découverts au large des côtes israéliennes et égyptiennes par les sociétés pétrolières Eni et Total? 3 000 milliards de mètres cubes de gaz seraient enfouis en Méditerranée orientale. C'est à peu près ce qui a fait la richesse de la Norvège pendant des décennies. Israël et l'Égypte sont dorénavant exportateurs, ce que Chypre espère devenir lui aussi. Le projet de pipeline EastMed, Israël-Chypre-Europe, d'une longueur d'environ 2000 km, dont une grande partie sera sous-marine, doit permettre de transporter entre 9 et 11 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis les réserves offshore au large de Chypre et d'Israël vers la Grèce, puis vers le reste de l'Union européenne, en évitant le passage par la Turquie ou ses eaux territoriales. L'Italie a exprimé son intérêt à rejoindre ultérieurement ce projet. Est-ce que ce projet, allié à cette quantité de gaz découverte, justifie une telle agressivité de la part d'Ankara? Y a-t-il autre chose de plus ancien? L'Union européenne, qui a des accords économiques avec la Turquie et qui lui verse des subsides non négligeables, pourrait mettre en place des moyens de pression afin de diminuer les tensions. Pourquoi la réponse de l'Union européenne à ces incidents est-elle si mesurée? L'OTAN a un leader hégémonique, les États-Unis. Lors de la réunion des 17 et 18 juin 2020, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, ne souhaitait pas évoquer le dossier turc. Mais Florence Parly, ministre des Armées, l'a imposé à l'ordre du jour. Pourquoi n'entend-on pas la voix de l'OTAN, ou si faiblement? Qu'est-ce que la France a à gagner et à perdre en soutenant la Grèce? Nous allons vous donner quelques clés pour comprendre ce qui se passe dans cette partie de la Méditerranée. Que se passe-t-il donc en Méditerranée orientale? Tout commence en 1999-2000 lorsque d'énormes champs gaziers sous-marins au large des côtes d'Israël, puis de Chypre et enfin de l'Égypte sont découverts. En 2010, la Commission géologique américaine estimait que la région devait recéler 5 765 milliards de mètres cubes de gaz. Depuis, ce chiffre a été revu à 3 000 milliards de mètres cubes, mais les chiffres varient en fonction des nouvelles découvertes. Les tensions entre la Turquie et la Grèce, et entre la Turquie et la République de Chypre, n'ont cessé de se détériorer depuis la découverte de ces importants gisements de gaz en Méditerranée orientale. Chypre a procédé à la délimitation de 13 parcelles dans sa zone économique et a lancé une série d'appels d'offres internationaux pour donner des licences de recherche-exploitation aux compagnies intéressées et répondant aux standards demandés. La compagnie américaine Noble Energy, qui a remporté le premier appel en 2008, a commencé en septembre 2011 des explorations dans le bloc 12, à 180 km des côtes sud de l'île, et a annoncé avoir découvert dans cette parcelle un gisement de gaz pouvant atteindre entre 100 et 170 milliards de mètres cubes, pour une valeur estimée de 100 milliards d'euros. Elle a ensuite commencé le forage d'un nouveau puits dans le bloc 12 en juin 2013, laissant le gouvernement chypriote espérer la découverte d'une quantité de gaz suffisante pour atteindre les 30 ou 40 trillions de mètres cubes de réserves de gaz dans sa zone économique exclusive. Avec les quantités déjà confirmées dans ce bloc 12, Chypre peut couvrir 210 ans de sa consommation propre. Les autorités chypriotes avaient par ailleurs mis aux enchères plusieurs autres blocs exploratoires situés dans sa zone économique qui ont été attribués en fin d'année 2012 à plusieurs entreprises transnationales et d'autres consortiums. Le géant italien Eni et la société sud-coréenne Korean Gas Corporation aient ainsi remporté les blocs 2, 3 et 9, tandis que l'entreprise française Total décrochait les blocs 10 et 11. En 2017, Total et l'italien Eni, mais également l'américain ExxonMobil, lié à Qatar Petroleum, ont signé de nouveaux contrats avec Chypre. Le 13 juillet 2017, Total a entamé un forage exploratoire dans la parcelle numéro 11. Les résultats annoncés le 12 septembre sont encourageants.
Ankara estime que 44% de la zone économique exclusive, la ZEE, revendiquée par Nicosie, est la sienne, et comme par hasard, une grande partie des potentiels gisements gaziers se trouve dans cette zone. Pour cette raison, la Turquie regarde donc du côté des eaux grecques et chypriotes. Les Turcs refusent aux Chypriotes grecs le droit de délimiter leur zone économique exclusive tant que le sort de l'île reste en suspens. Régulièrement, la marine turque entrave les campagnes de prospection des Chypriotes grecs. En réalité, ces tensions sont révélatrices d'une guerre énergétique cachée. Les Turcs ont compris qu'avec l'abandon partiel du projet Nabucco, un gazoduc qui devait relier l'Iran et les pays de la Transcaucasie à l'Europe centrale, le rôle stratégique de l'Anatolie en tant que collecteur énergétique des richesses d'Asie centrale et de la Caspienne pouvait être remis en cause. De surcroît, en cas de mise en exploitation du gaz chypriote et israélien, non seulement Chypre accéderait à l'autosuffisance énergétique, mais elle pourrait exporter son gaz vers l'Europe via la Grèce par le gazoduc East Med Pipeline. Ce projet, s'il se réalisait, heurterait de plein fouet les intérêts turcs. En effet, la Turquie a inauguré en 2018 le gazoduc Trans-Anatolian Pipeline reliant la mer Caspienne à l'Europe. Ce gazoduc traverse l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie et doit traverser la Grèce pour arriver en Italie. La Turquie ne reconnaît pas la République de Chypre en tant qu'État. L'île de Chypre est séparée en deux parties depuis l'invasion turque de 1974, avec au sud la République de Chypre, reconnue au niveau international, et au nord un État seulement reconnu par Ankara et l'Azerbaïdjan, la République turque de Chypre du Nord. En fait, c'est l'ensemble de l'île qui devrait être membre de l'Union européenne, mais la présence de l'armée turque au nord et la volonté d'Ankara de marquer sa présence fait que l'île est toujours séparée en deux zones par une ligne appelée la ligne verte. Au cours des dernières décennies, Chypre, du moins à sa partie grecque, est passé à l'action en négociant avec l'Égypte en 2003, le Liban en 2007 et Israël en 2010 la délimitation de sa zone économique exclusive afin d'y confier ses droits de prospection énergétique à des compagnies étrangères. Dès le début du processus de recherche et d'exploration, Chypre a été menacée par la Turquie car celle-ci est un des seuls pays ne reconnaissant pas la Convention des Nations Unies de Montego Bay de 1982. De cette position découlent également tous les problèmes que la Turquie crée en mer Égée avec la Grèce. Pour la Turquie, Chypre n'a pas de ZEE. C'est comme si elle n'existait pas. Inutile de préciser que le gouvernement turc menace de sanctions toutes les compagnies travaillant avec Chypre. La Turquie a une position sui generis sur cette question. Qu'est-ce que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer? La Convention internationale sur le droit de la mer a été signée à Montego Bay en 1982. Cette convention découpe la mer en tranches en fonction de son éloignement de la côte. Elle n'est entrée en vigueur qu'en 1994. Aujourd'hui, 167 États y adhèrent, même si elle entre souvent en contradiction avec le droit coutumier. La Chine l'a ratifiée, mais pas les États-Unis ni la Turquie. Elle définit les eaux intérieures, la mer territoriale, et enfin, nerf de la guerre, la zone économique exclusive, la ZEE, qui s'étend jusqu'à 200 000, soit 370 km. L'État côtier y maîtrise la pêche, la construction d'ouvrages et l'exploitation du sol et du sous-sol, mais la navigation y est libre pour tous, y compris pour des exercices militaires dans certains cas. Dans certains cas, le droit d'exploiter les ressources du sous-sol s'étend même jusqu'à 350 000, soit 650 km du rivage. En cas d'espace insuffisant entre deux pays, la règle de l'équidistance s'impose et il appartient aux États de définir leurs frontières par un accord bilatéral. Cette solution a été retenue pour la délimitation de la zone économique entre Chypre et l'Égypte, ou Chypre et Israël. D'après cette définition, on peut voir sur la carte derrière moi la délimitation des zones économiques exclusives dans cette partie de la Méditerranée. Sur cette autre carte, les revendications de la Turquie. En signant des accords militaires et maritimes avec le gouvernement de Tripoli, la Turquie cherche à damer le pion à ses rivaux régionaux en Libye, mais aussi en Méditerranée orientale, riche en hydrocarbures. Les deux accords ont été signés le 27 novembre 2019, mais c'est surtout l'accord de délimitation maritime qui a suscité une levée de boucliers, notamment en Grèce,
en Égypte et à Chypre, car il permet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale, convoitées par ces trois pays en modifiant le partage des eaux. Par cet accord avec la Libye, la Turquie coupe la route à l'East-Med Pipeline, qui fait concurrence au Transanatolien. L'accord et les plans des frontières maritimes entre les deux pays ont été présentés pour approbation aux Nations Unies. En cas d'approbation, c'est la mort du projet East-Med Pipeline. À noter que la Turquie a déjà offert à la Grèce de se connecter au Transanatolian Pipeline. Il est clair que la Turquie, qui ne reconnaît pas la convention de Montego Bay, remet en cause le découpage des zones économiques exclusives de la Grèce et de la République de Chypre en s'affranchissant des règles internationales sur le partage des eaux territoriales. La Turquie n'hésite pas à revoir les cartes et repousse ses frontières maritimes pour servir ses ambitions gazières. Parlons à présent des incidents en Méditerranée. En février 2018, la République de Chypre a accusé la Turquie de violer le droit international en bloquant un navire de forage en direction d'une cible offshore chypriote. Des forages exploratoires pour le gaz naturel avaient été lancés au nom du géant italien de l'énergie Eni. La Turquie s'était alors opposée à cette exploration par l'administration grecque de Chypre du Sud, affirmant qu'elle violait les droits des Chypriotes turcs et qu'une partie du forage s'effectuait dans des zones qui ne lui appartenaient pas. À cette époque, le ministère italien des Affaires étrangères avait confirmé que les navires turcs empêchaient le passage du navire de forage Saipem 12000 dans le bloc 3, à environ 100 km au large de la côte sud-est de Chypre et à proximité de la zone économique exclusive du Liban. Plus récemment, le 27 mai 2020, au large des côtes libyennes et dans les eaux internationales, le Forbin, une frégate française, s'est approché du cargo le Sirkin, un cargo naviguant habituellement en mer Noire, battant pavillon tanzanien, qui affirmait se rendre au port de Gabès en Tunisie afin de l'inspecter en vertu de l'embargo sur les armes contre la Libye. Constatant que ce cargo tentait de dissimuler son identité, le Forbin a tenté de l'arrêter à 2 reprises. Dans les 2 cas, 2 frégates turques ont manœuvré pour protéger le cargo et empêcher les Français d'effectuer le contrôle. Le cargo, censé livrer des médicaments en Tunisie, accostera finalement dans le port libyen de Misrata pour y débarquer des chars M60, des missiles Hawk et des mercenaires. Le 10 juin 2020, c'était au tour du Courbet, un autre navire français, cette fois-ci sous commandement de l'OTAN, pour la mission Sea Guardian, de tenter d'approcher le Sirkin. Celui-ci était accompagné de 3 frégates turques, Goko, Oruk et Gork. Mais l'une de ces frégates est venue une fois de plus à la rescousse du cargo, a actionné son radar de conduite de tir contre le bâtiment français. Dans le jargon naval, on appelle cela une illumination. Dans les armées françaises, l'illumination radar est considérée comme un acte de guerre, car c'est la dernière action avant l'ouverture du feu. En théorie, cela provoque le déclenchement immédiat du feu de celui qui est illuminé. Plus tôt, le même navire avait été approché par la frégate grecque HS Spetsai de l'opération navale Irini, lancée par l'Union européenne afin de faire respecter l'embargo sur les armes imposé par les Nations unies. Seulement, cette dernière avait dû y renoncer après en avoir été dissuadée par la présence d'une frégate turque. En mai 2020 exactement, des tensions sont à nouveau apparues entre la Grèce et la Turquie au niveau du fleuve Evros, qui du fait des aménagements de ses berges et de l'évolution naturelle ont fait que le lit de ce cours d'eau s'est déplacé au fil du temps, ce qui a donné lieu à l'apparition d'enclaves grecques sur la partie orientale, notamment dans la région de la ville de Fès. Il faut se rappeler que les relations entre la Grèce et la Turquie ont été marquées par une constante alternance de périodes d'hostilité mutuelle et de réconciliation. Depuis que la Grèce a gagné son indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman en 1821, les deux pays se sont trouvés à 4 reprises en état de guerre. Guerre gréco-turque de 1897, guerre balkanique de 1912 à 1913, Première guerre mondiale de 1915 à 1918 et guerre gréco-turque de 1919 à 1922. Le 12 août 2020, la frégate grecque Limnos est entrée en collision avec la frégate turque Kemal Reis, laquelle accompagnait le navire de prospection Lorus Reis. La proue du navire grec a touché la poupe de son homologue turc. Selon Athènes, il s'agissait d'un accident. Mais le 14 août, M. Erdogan a donné plus de précisions sur cet incident en déclarant devant des journalistes que la frégate Kemal Reis avait donné la réponse nécessaire à une attaque de navires grecs. Quoi qu'il en soit,
cela n'a nullement empêché le navire grec concerné de prendre part à un exercice d'opportunité avec le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, alors en route vers Beyrouth, et la frégate légère furtive Lafayette, après que le président Macron ait annoncé un renforcement temporaire de la présence militaire française en Méditerranée orientale. Depuis le coup d'État avorté de 2016, Erdogan a été dans l'obligation de faire alliance avec l'extrême droite nationaliste turque afin de pouvoir garder une majorité parlementaire et tenter d'assurer sa réélection en 2023, car son parti, l'AKP, traverse une passe difficile avec un électorat qui s'érode et une crise économique de plus en plus tendue. Il a opéré un rapprochement avec des généraux extrémistes qui sont partisans du projet de Patrie Bleue, théorisé par le contre-amiral Cem Gurdonitz dès 2006, qui permet à la Turquie de revendiquer une zone de 462 000 km² en mer Noire, en mer Égée et en Méditerranée, c'est-à-dire une mainmise sur la mer Égée sans tenir compte des îles grecques. On voit clairement en Turquie que l'affaiblissement du parti du président Erdogan au pouvoir, l'AKP, bénéficie à une prise en main de l'extrême droite nationaliste. Les effectifs des forces armées turques sont d'environ 1 421 000 hommes et femmes, réservistes compris, et le budget de la défense turque est de 19 milliards de dollars US. Les forces armées turques sont présentes en Syrie, avec 20 000 hommes, et de 30 à 35 000 hommes à Chypre, au nord, territoire turc non reconnu par la communauté internationale. La Turquie possède des bases au Qatar, au Soudan, une présence au Niger, au Kosovo, en Irak, en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, et elle tente d'avoir une base aérienne et navale en Libye. Il s'agit d'une armée aguerrie, possédant un armement conséquent, mais une question se pose, à savoir si cette armée pourrait tenir autant de fronts que sa présence laisse supposer. Parce qu'aujourd'hui, la Turquie doit faire face à un front commun composé par la France, la Grèce, la République de Chypre, l'Italie, l'Égypte, les Émirats arabes unis et Israël. C'est la raison pour laquelle, face à cette situation, Erdogan tente d'utiliser les divisions de l'Union européenne entre la France et l'Allemagne, sans oublier que la Turquie et la France n'ont pas la même position concernant la Libye. La Turquie mène une politique de soft power en Afrique, en Europe, en France et en Méditerranée, et se heurte aux intérêts d'autres pays, notamment ceux de la France. Du temps de sa splendeur, l'Empire ottoman s'étendait sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Les sultans ottomans inspiraient un mélange de peur et de respect aux cours royales européennes. Recep Tayyip Erdogan n'en a jamais fait mystère. Il est nostalgique de cette période et veut restaurer la grandeur de la Turquie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. L'islam fait intégralement partie de son projet politique et culturel. Ainsi, la Turquie multiplie les constructions et rénovations de mosquées à l'étranger depuis 2002, date de l'arrivée au pouvoir des islamo-conservateurs. Au départ, les chantiers ont été lancés dans les anciens territoires contrôlés par l'Empire ottoman, comme les Balkans, où l'héritage turc est encore prégnant. Depuis quelques années, l'intérêt de la Turquie s'est porté vers l'Afrique via des politiques de soft power. La Turquie voit désormais l'Afrique comme un terrain géopolitique sur lequel elle peut affronter la France et tout autre pays. Depuis les années 2005-2008, Ankara a progressivement augmenté le nombre de ses représentations diplomatiques sur le continent, passant ainsi à 39. De même, le nombre de missions diplomatiques africaines en Turquie est passé de 8 à 33. Erdogan semble croire que le temps est venu pour la Turquie de devenir un acteur politique en Afrique. Il y a aussi un élément qu'il ne faudrait pas négliger, qui est qu'Erdogan en veut beaucoup à Macron à cause des écoles turques qu'il souhaitait ouvrir en France. En effet, il n'y a pas mieux qu'une école, qu'un lycée, qu'une université pour développer et propager une idéologie. Erdogan en a parfaitement conscience. Le président français a décidé de faire contrôler par l'éducation nationale l'enseignement du turc en France et a ainsi contrarié les plans d'Erdogan. Le 10 mai 2019, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, s'était exprimé sur le sujet sur RMC. Chacun sait que la Turquie est dans une logique particulière. Elle a tourné le dos à la laïcité qui a caractérisé son histoire pendant des décennies et elle est dans une logique de
fondamentalisme islamiste et d'expansion. On doit être totalement lucide par rapport à cet enjeu, et donc je suis évidemment très vigilant sur ce type d'initiative. Vous lui dites non? Je lui dis non. La Turquie a envahi illégalement une partie du territoire syrien, sans mandat de l'ONU, au mépris de toutes les règles internationales, sans que personne ne trouve quoi que ce soit à y redire. Or, que cela plaise ou non, la Syrie reste encore aujourd'hui un pays souverain, avec un gouvernement légalement reconnu. La Turquie y a mené plusieurs opérations d'envergure, afin, soi-disant, d'y établir une zone de sécurité destinée à accueillir les réfugiés syriens actuellement présents sur son sol. La dernière en date, appelée Source de paix, soutenue par des mercenaires djihadistes accusés pour certains d'avoir commis des crimes de guerre, a été lancée le 9 octobre 2019 contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Actuellement, l'armée turque et ses supplétifs occupent une bande frontalière dans le nord syrien de 120 km de long sur 30 km de profondeur, tandis que les forces russes et syriennes ont pris position dans la région comme à Kamchili. L'objectif stratégique d'Ankara est de créer une zone de sécurité, sorte de tampon de 30 km de profondeur s'étirant sur 480 km, de l'Euphrate à la frontière irakienne. Cette zone aurait pour vocation d'accueillir une partie des 3 600 000 Syriens réfugiés en Turquie et doit aussi séparer la frontière turque des territoires conquis par la milice kurde YPG. C'est une annexion d'une partie du territoire syrien avec une volonté d'établir une présence durable afin de couper géographiquement les populations kurdes de l'est de la Turquie de celles du nord de la Syrie. Rappelons que les Kurdes, au nord de la Syrie, qui est une région riche en pétrole, tentent de créer l'autonomie des 3 provinces où ils sont majoritaires. Cet embryon d'autonomie politique, économique et militaire pouvant plus tard servir d'assise à l'établissement d'un État kurde. Avec 28% de la population d'origine kurde, Erdogan ne veut pas prendre le risque d'une future guerre civile qui annihilerait ses ambitions expansionnistes. Les pays de l'Union européenne ont eu jusqu'alors du mal à adapter des déclarations communes face à la Turquie. La France, qui entretient des relations difficiles avec Ankara depuis quelques années, encore détériorées depuis leur opposition dans le conflit libyen, a annoncé dès le 13 août l'envoi de 2 Rafales et 2 bâtiments de la Marine nationale pour soutenir la Grèce. Début septembre, Emmanuel Macron a appelé ses partenaires européens à être clairs et fermes avec le gouvernement du président Erdogan qui a, dit-il, des comportements inadmissibles, ajoutant que la Turquie n'était plus un partenaire dans la région. Le 10 septembre, la France, la Grèce, l'Italie, Chypre, Malte, l'Espagne et le Portugal ont prévenu la Turquie que l'Union européenne serait prête à prendre des sanctions si Ankara ne mettait pas un terme à ses activités unilatérales. Les sanctions me semblent assez improbables puisque les dirigeants européens divergent sur la position à adopter face à Erdogan. En effet, si Paris joue des coudes et des mots, Berlin temporise et tente de tenir un rôle de médiateur. Alors que la France souhaite que chaque différend maritime soit traité par les instances internationales, l'Allemagne, elle, pousserait les acteurs concernés à des négociations bilatérales, plaçant ainsi la Turquie en position de force face à la Grèce et à Chypre. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne, tôt ou tard, ne pourra faire autrement que de soutenir la Grèce. Ce qu'il se passe, c'est que l'OTAN, à 80%, ne prend pas de décision tant que les Américains n'ont pas pris la leur. Ce n'est donc pas du côté de l'Alliance que la France trouvera un appui. L'organisation n'est pas faite pour régir les différends entre ses membres et Ankara dispose d'un droit de veto sur ses décisions. C'est d'ailleurs pour cela que l'on ne pourrait pas l'en expulser. Côté français, l'agacement ne cesse de croître face à la Turquie. La France a tenu à montrer son désaccord lors de la réunion interministérielle de l'OTAN des 17 et 18 juin 2020. N'en déplaise d'ailleurs à Jens Stoltenberg, son secrétaire général, qui ne souhaitait pas évoquer le dossier turc lors de cette réunion, Florence Parly, la ministre des Armées, l'a imposé à l'ordre du jour. Pas moins de 8 pays européens ont soutenu la requête. Une enquête a donc été lancée. Jens Stoltenberg a tenté de calmer le jeu en évoquant un simple désaccord entre alliés et en affirmant vouloir faire toute la lumière sur ce qui s'était passé. Mais les tensions sont palpables. Le contentieux entre Ankara et Paris n'est pas nouveau. Il ne faut pas oublier que l'invasion de la Syrie par les forces turques, associées à leurs alliés locaux en 2018 et 2019, avait provoqué une vive réaction du président français. À l'époque,
Le 2 octobre 2019, Emmanuel Macron, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait protesté en demandant la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui évidemment n'avait pas plu à Erdogan. Il faut aussi souligner que le retrait du leadership de Washington en Méditerranée orientale laisse une porte grande ouverte pour la Turquie et la Russie, qui est aussi son principal rival en Syrie, ce qui complique un peu plus la situation d'Erdogan. Et maintenant, place aux conclusions tirées de cette conférence. Tout d'abord, côté turc, de par son littoral, la Turquie a des frontières importantes en Méditerranée et n'a pas accès aux revenus des ressources gazières. Cette situation est le résultat des traités internationaux que la Turquie d'Erdogan considère nuls et non avenus, car contraires à ses intérêts. Je parle ici du traité de Sèvres de 1923 et la Convention de Montego Bay de 1982. Erdogan ne veut pas être l'otage d'un droit international qu'il considère injuste et veut redonner une place de premier plan à la Turquie dans la région. Il ne cache pas sa volonté d'affirmer son poids géopolitique sur les anciens territoires de l'Empire ottoman et de faire de la Turquie une puissance majeure en Méditerranée orientale. Nous ne pouvons que nous interroger sur cette volonté d'expansionnisme de la Turquie sur le territoire européen, alors qu'elle est candidate à l'Union européenne depuis 1999. Candidate à cette union, la Turquie n'en reconnaît pourtant pas un des pays membres, Chypre, devenu européen avec son adhésion en 2004. La Turquie continue d'en occuper illégalement un tiers du territoire avec une armée de plus de 40 000 hommes. Au titre de sa candidature, comme je l'ai dit précédemment, la Turquie reçoit régulièrement des fonds européens. Elle a en effet déjà reçu 7 milliards d'euros et attend encore 6 milliards dans les 3 ans à venir. 3 milliards au titre de la préadhésion et 3 milliards pour la gestion des réfugiés, dont 1 milliard a déjà été débloqué. Par exemple, la participation de la France dans ce programme et de préadhésion a été de 1 milliard d'euros. A noter qu'entre 2007 et 2013, la Turquie a reçu plus de fonds que la Slovénie, par exemple, qui est un pays membre à part entière de l'UE. Le miracle économique turc est fini et le pays s'enfonce dans une crise économique. Depuis 2019, la Turquie vit sa première récession économique depuis 10 ans et la pandémie a évidemment fait le reste. Cela se traduit par une montée du chômage qui devrait atteindre 18% en 2020. La dépréciation de la monnaie. Le pays doit faire face à une livre turque qui est en baisse constante. La livre turque a perdu près de 40% de sa valeur au premier trimestre 2019 et de 35% au second trimestre 2019. Elle doit faire face à une inflation à 2 chiffres. Il est utile de rappeler également que la Turquie est très dépendante des capitaux étrangers. La Turquie est particulièrement vulnérable aux humeurs de ceux-ci, qu'ils soient intra- ou extra-européens. Notons aussi que la Turquie importe 90% de ses besoins en gaz. Le pays est dépendant du gaz de Russie, d'Algérie ou d'Azerbaïdjan, et l'argument de sécurité énergétique se transforme en une attitude agressive vis-à-vis des voisins grecs et chypriotes dont les fonds marins possèdent de réels gisements. Tout ceci fait qu'Erdogan a un besoin impérieux de détourner l'attention de son peuple pour masquer les difficultés économiques que rencontre la Turquie actuellement. Et s'il vient titiller le président de la République française, c'est qu'il a besoin de son hostilité. C'est un procédé classique pour ressouder son opinion publique afin de cacher la vérité sur la situation économique de la Turquie. En tant que puissance maritime méditerranéenne, la France ne pouvait pas rester inactive. Cette partie de la Méditerranée est vitale pour la France. Les questions énergétiques et de sécurité sont aujourd'hui essentielles et elles sont l'enjeu de lutte entre puissances régionales, en particulier la Turquie et la Russie, qui s'affirment de plus en plus comme des acteurs incontournables. Ce serait une grave erreur que de laisser la sécurité des approvisionnements énergétiques de la France en Méditerranée aux mains d'autres acteurs. La présence militaire française a pour but d'affirmer l'attachement de la France à la libre circulation, à la sécurité de la navigation maritime en Méditerranée et au respect du droit international. D'autant plus qu'une partie de nos approvisionnements énergétiques transite par le canal de Suez et en Méditerranée. La Grèce, la France, Chypre font partie de l'Union européenne, mais le soutien des autres pays européens, et notamment de l'Allemagne, à des sanctions contre la Turquie est difficile à obtenir car celles-ci ne peuvent être prononcées qu'à l'unanimité des 27 pays membres.
Enfin, ces sanctions sont assez improbables puisque les dirigeants européens divergent sur la position à adopter face à Erdogan. Il est à noter que l'Allemagne est le premier partenaire commercial de la Turquie et compte une importante communauté turque sur son territoire. Les Turcs en Allemagne représentent environ 2 millions de personnes. Un chiffre auquel on peut ajouter les personnes allemandes d'origine turque, on obtient alors une communauté culturelle d'environ 4 millions. Certaines estimations suggèrent même qu'il y aurait 7 millions de Turcs vivant en Allemagne, y compris la deuxième génération. Alors que la France souhaite que chaque différend maritime soit traité par les instances internationales, l'Allemagne, elle, pousserait les acteurs concernés à des négociations bilatérales, plaçant ainsi la Turquie en position de force face à Chypre et à la Grèce. Le manque de volonté à prononcer des sanctions tient beaucoup au pacte migratoire de 2016, Ankara agitant fréquemment la menace d'ouvrir ses frontières vers l'Europe aux réfugiés qui se trouvent sur son territoire. Le constat est que chaque pays membre de l'Union européenne joue sa propre partition au mieux de ses intérêts nationaux, sans prendre en considération les intérêts de ses partenaires. La France a les pieds et les poings liés par son appartenance à l'Union européenne, qui n'a pas de politique diplomatique commune, sauf à se plier aux desiderata de l'Allemagne, le poids lourd de cette Union européenne. De ce fait, la France ne peut pas appliquer la politique qui est nécessaire à ses besoins économiques, diplomatiques, militaires et monétaires. La question se pose donc de l'appartenance de la France à cette Union européenne, qui est un assemblage hétéroclite de pays ayant des intérêts divergents dans quasiment tous les domaines. Ma conclusion est que la France doit sortir de l'Union européenne. La France exercera ainsi sa pleine souveraineté en tout domaine. Après avoir présenté les conséquences pour chaque pays, abordons maintenant la vision géopolitique. Parlons de notre appartenance à l'OTAN. Rappelons-nous que l'OTAN a un leader hégémonique, les États-Unis. À mon sens, les Américains ont une attitude modérée sur ces tensions en Méditerranée orientale pour deux raisons essentielles qui sont liées à la conjoncture. La première est qu'ils sont occupés par leur campagne présidentielle ainsi que par la crise économique et sanitaire. La seconde est qu'ils veulent garder un allié majeur dans la région, la Turquie. N'oublions pas qu'en Turquie, ils disposent de la grande base d'Incirlik où ils ont déployé des armes nucléaires. Cette base est indispensable pour leurs opérations en mer Noire, en Syrie, en Irak et plus globalement au Moyen-Orient. La Turquie est aussi le pays qui ferme les détroits à la marine russe pour le passage de la mer Noire vers la Méditerranée. La Turquie, qui est membre de l'OTAN depuis 1952, à l'époque du danger soviétique, se prévaut de l'Alliance pour donner libre cours à ses pulsions annexionnistes. La Turquie exige que l'Union européenne applaudisse à son invasion en Syrie. En fermant les yeux, l'OTAN couvre des crimes de guerre. Les Américains, au nom de la realpolitik, ont laissé Erdogan massacrer leurs alliés kurdes en Syrie. Washington a certes froncé un peu les sourcils. Alors Erdogan, sagement, a laissé ses supplétifs arabes tuer les Kurdes pendant quelques semaines. Puis, satisfait, il a fait retirer ses forces, non sans établir une zone de sécurité en territoire syrien. Emmanuel Macron a déclaré le 7 novembre 2019 dans un entretien à l'hebdomadaire britannique The Economist « Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN ». En d'autres termes, le but de l'OTAN, posséder une puissance militaire collective, s'avère non seulement inefficace, mais nous impose des contraintes qui nous rendent impuissants devant la volonté d'un seul pays, la Turquie. Pour démonstration, notre impuissance a demandé l'exclusion d'un pays membre de l'OTAN qui en attaque délibérément un autre, la Syrie, pays reconnu par la communauté internationale. La Turquie ne défend pas les valeurs démocratiques et est une menace non seulement pour la paix au Moyen-Orient, mais aussi pour notre propre sécurité. Dans de telles conditions, la France doit quitter l'OTAN. OTAN, organisation entièrement soumise à la politique états-unienne. Cet OTAN risque à tout moment de nous entraîner dans des guerres où nous n'avons à défendre aucun intérêt.